Salut à tous. Alors d'habitude, je ne fais pas de review de chapitres parce que je préfère proposer des vidéos et du contenu un maximum impérissable pour que les abonnés puissent y revenir. Mais alors ce chapitre, il est assez marquant à mon avis pour lui consacrer une bonne vidéo. Donc je vais tenter un maximum de traiter des points intéressants, toujours du point de vue de la narration et de l'histoire, qui peuvent selon moi marquer un tournant dans les aventures des Mugiwara. Le premier point, c'est un point vraiment au niveau de la narration. C'est comment on construit une histoire. Du point de vue de Stephen King, il part toujours d'une situation, il met ses personnages dedans et ça génère des problèmes. Et il regarde comment les personnages agissent. Et je trouve que sur ce chapitre 1069, on est à un tournant. Et on va s'en souvenir. Une histoire, encore une fois, ce sont des problèmes. Une bonne histoire, ce sont des personnages qui mettent en action leurs éléments de caractérisation et leur caractère, justement dans cette situation. Et dans ce chapitre, on a tout pour faire une situation explosive avec des personnages qui sont émotionnellement impliqués. On a le CP0 avec certains membres du Aegis qui respectent la chaîne de commandement. Donc on a un nouvel élément, c'est la chaîne de commandement, qui ne sont pas impliqués émotionnellement dans ce conflit. C'est-à-dire Kaku et Stussy d'un côté. Tous leurs éléments de langage sont orientés vers le contrôle et l'explication de la situation à Lucci, le chef d'unité, visiblement, ainsi que la gestion d'une situation qui peut s'avérer compliquée avec un empereur, un Yonko, un empereur des mers, c'est-à-dire Luffy. Alors la situation, elle est complètement différente si on se rappelle de celle de Dressrosa, parce qu'à Dressrosa, on part avec un amiral qui veut nous empêcher de partir, c'est-à-dire les Mugiwara, on veut les empêcher de partir, et on a un Luffy qui dit c'est bon, j'en ai marre, on est devenu plus fort, je fuis plus. Mais il reste quand même contraint de fuir. En fait, Dressrosa, c'est la dernière vraie confrontation marine Mugiwara. Et à l'époque, ils étaient encore des pirates dangereux, mais ça restait quand même des pirates lambda. Sur Egghead, l'équipage des Mugiwara est considéré comme un équipage de Yonko, un équipage d'empereur. Il est impératif dans cette situation, et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui, de respecter la chaîne de commandement et attendre la permission de la marine, donc d'Akainu, pour une éventuelle intervention. Juste cette situation, elle nous permet de faire un petit retour en arrière pour comprendre des faits importants avec l'équilibre des forces qui a visiblement et logiquement été totalement remanié pendant l'ellipse de 2 ans. Ça nous permet aussi de comprendre certaines attitudes du côté de la marine et du gouvernement mondial. Alors, cette situation, elle permet de comprendre l'attitude de Sengoku à Marineford. On va essayer de garder la tête froide et de se dire, analysons le truc de façon honnête. Il devait juger et jauger rapidement la situation face à un Yonko, donc en l'occurrence Shanks. Ensuite, on comprend aussi l'attitude de Akainu avec l'escarmouche Barbe Noire versus Law. On dit qu'Akainu a eu peur d'intervenir. Non, il y a une chaîne de commandement. En gros, on a compris la leçon de Marineford. On ne va pas se lancer n'importe comment, n'importe où, contre n'importe qui et surtout pas des Yonko. Deuxièmement, on peut comprendre aussi, alors ça va faire grincer des dents, on peut aussi comprendre facilement l'attitude de Ryukugyu sur Wano. Alors je pense qu'il faut garder la tête froide, il faut garder en tête que ce sont des militaires, avec une chaîne de commandement stricte, face à un adversaire qui peut déclencher une guerre. Encore une fois, Akainu et son discours, ils font écho à ce que... on se rappelle à la demande de Ryukugyu, où es-tu, en lui demandant de ne pas intervenir sur Wano. Il y a une chaîne de commandement, encore une fois. Très intéressant de la part d'Oda de revenir là-dessus et d'expliquer a posteriori les situations. Alors, c'est sûr, ça permet de désamorcer certaines velléités qu'ont certains fans de dire que les amiraux sont faibles et tout. Bon, voilà. Là encore, je trouve qu'Oda, il rend encore plus flou la réelle force des amiraux. En gros, là, il justifie le départ de Ryukugyu. Ne déclenche pas une putain de guerre avec un empereur, s'il te plaît. D'accord? Je veux bien partir en guerre, mais par contre, tu respectes la chaîne de commandement. Rappelons-nous, ce sont des militaires. Et c'est très intéressant sur ce chapitre de voir comment Oda arrive à justifier par le récit des interventions passées. Alors cette situation, elle est complètement différente, encore, comme je disais, de celle de Dressrosa avec Fujitora, et ces débuts de conflit sur Egghead, il permet aussi de voir l'importance de la politique dans One Piece. C'est une des thématiques qui est souvent abordée. Cet aspect politique, il était déjà teasé sur Onigashima, avec la présence du CP0 à Aegis. Voilà, on se demandait qu'est-ce que les gars faisaient là. Quand Diaz Drake dit j'ai vu le CP0 dans la capitale des fleurs, on voit qu'il y a des tractations, on voit qu'il y a de la politique sous ça. Donc la thématique politique est encore ramenée. On voit là encore une fois l'importance d'Onigashima. Donc ce chapitre, il montre que le gouvernement n'est pas forcément tout puissant, qu'il ne cherche pas non plus systématiquement la guerre et le conflit armé. Il y a un équilibre tacite, mais il y a un équilibre vacillant. Ça permet aussi
de comprendre les enjeux éminemment importants de Marineford pour la marine et le gouvernement mondial. Ils espéraient mettre un terme au remous dans la piraterie. Ils veulent absolument calmer le jeu parce que l'équilibre est précaire et ils veulent éviter les vagues. Mais ce chapitre montre aussi que ça leur échappe et ça leur échappe depuis un bon moment. En un chapitre, Oda il arrive à chambouler encore les rapports de force et même à titre individuel en insinuant que la marine et les hauts gradés n'attaquent pas parce que entre eux et les pirates, il y a une fameuse chaîne de commandement. Alors pas une chaîne de commandement du gouvernement mondial, de la marine vers les pirates, mais une chaîne de commandement qui empêche de faire des conneries en fait. Vous ne pouvez pas attaquer un Yonko parce que vous le décidez. C'est-à-dire que Ryokugyu, il a fait une connerie, il a fait une erreur. Et heureusement qu'il n'y a pas eu un Yonko qui était impliqué dans l'histoire. Et on comprend pourquoi Shanks ne va pas au contact. J'ai entendu beaucoup de personnes sur YouTube en commentaire dire pourquoi Shanks il n'est pas allé au contact, il a fait un coup de haki en Bluetooth. C'est peut-être parce que Shanks est au fait de cette chaîne de commandement. Il est au fait de cette chaîne de commandement et on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà, on se rappelle le Gorosei qui disait, je ne sais plus qui, si c'est Akainu ou à Shanks, ne vous mêlez pas de politique, ça vous dépasse. Donc la thématique politique est très intéressante dans One Piece et on la revoit ici et ça nous permet de faire écho à Onigashima avec la présence du CP0 Aegis. On a Kaku et Stussy qui calment le jeu d'un côté et de l'autre le chef d'unité du CP0 Aegis et c'est là où ça devient génial. Lucci qui lui au contraire, là il est émotionnellement instable, impliqué dans cette escarmouche avec les Mugiwara et il attaque Luffy. Il sait qu'un empereur est présent mais émotionnellement il est impliqué dans ça. Et on voit que le personnage est en plein dilemme. Alors Oda il utilise un combat passé et le ressentiment d'un ancien personnage, donc Lucci en l'occurrence, pour mettre encore plus d'huile sur le feu. On revient sur une situation, des personnages, des problèmes, et on regarde comment ça tourne. Et ça tourne super bien, ça tourne au vinaigre. Et là où ça va plus loin, c'est qu'il arrive à nous balancer un éveil de Zoan avec une caractérisation de personnage d'une puissance incroyable. Alors, depuis Enies Lobby et la défaite de Lucci, il est émotionnellement instable. Le personnage est devenu une bombe à retardement, et pour un espion, c'est terrible et inapproprié. Et ça permet de voir la différence avec Kaku, qui lui est complètement habité par son rôle d'espion, et fait voir une stabilité et une force impressionnantes, au contraire de Lucci. Ça nous rappelle aussi la scène où il donne la clé des menottes de Robin à Zoro, et on nous montre que Kaku a accepté sa défaite, contrairement à Lucci, qui a encore de la rancœur, qui l'implique émotionnellement dans cette escarmouche sur Egghead. Au lieu de gâcher cette rancœur et ses émotions de Lucci en bazardant le personnage sans le faire revenir, Oda il le ramène et ça va créer des problèmes encore plus gros avec Sentomaru et Kizaru. Comment va réagir Kizaru? Parce que je rappelle, mine de rien, que Sentomaru, il appelle Kizaru tonton. Donc comment va réagir Kizaru? Ça va peut-être nous permettre de voir une autre facette de Kizaru que le simple amiral qui obéit aux ordres. Ça, c'est intéressant. Encore une fois, on va probablement voir une autre facette de l'amiral. Et en fait, c'est magnifique tout ça. Moi, je n'ai rien vu venir. Enfin, pour finir, il y a dans ce chapitre un personnage secondaire, c'est Sentomaru. C'est vraiment de l'huile sur le feu. Il a un réel rôle à jouer. Il a été teasé plusieurs fois sur Sabondi, plusieurs fois avant. Et il semble être proche de Vegapunk. C'est le capitaine de la division scientifique et il se fait tuer ou gravement blessé par le même Lucci. Dans la continuité, Kizaru est parti vers Egghead. Là, ça commence à devenir chaud. On se retrouve dans une espèce de Sabondi 2.0 avec les Mugiwara qui ont complètement un autre niveau. Alors, même si Kizaru est un bon soldat obéissant, son neveu, c'est Sentomaru, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il vient de se faire attaquer par un membre du CP0 Aegis instable qui brise la chaîne de commandement, qui a agi et contribué à créer un incident majeur face à un empereur. Il n'y a pas pire et plus génial comme situation. Et là, je trouve que Oda, franchement, c'est proche du génie.
C'est un tournant narratif parce que Luffy se bat pour la première fois depuis le début du manga contre un haut gradé directement sous les ordres des dragons célestes. Plus il y a un amiral qui arrive, celui qui les avait presque tués à Sabaody en la personne de Kizaru. Et cette situation, c'est une bombe à retardement. Et les personnages vont devoir faire des choix qui vont déterminer qui ils sont. Ce sont les choix des personnages qui déterminent leur caractère. On a vu le caractère de Sentomaru, on va voir le caractère de Kizaru, comment il va réagir. On voit comment Lucci réagit, on voit comment Kaku réagit, comment Stussy réagit, et ça nous dit beaucoup plus de choses sur les personnages. Lucci, il peut probablement s'enfoncer dans le non-respect de la chaîne de commandement, et c'est là que c'est intéressant. Il devient exactement ce que Guernica à Onigashima trouvait de magnifique et d'épique chez D.S. Drake, le membre du Sword. Libre d'agir comme bon lui semble. Il disait « Je t'admire pour ça et je t'envie ». Mais ça a des conséquences et il va falloir que Lucci fasse face aux conséquences. Et ça, c'est génial pour l'histoire. Plus il y a des problèmes, mieux c'est. Ensuite, un dernier point intéressant, c'est les fruits du démon et la révélation d'un Zoan. La révélation de l'éveil d'un Zoan, c'est vraiment une première, si je me rappelle bien. One Piece est tellement long que peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais c'est la première fois qu'on voit de près un Zoan éveillé. On croyait, alors je dis bien on croyait les avoir vus sur Impel Down, puisqu'on nous disait que c'était des Zoan éveillés. Si je me rappelle bien, les Zoan d'Impel Down avaient des jambes d'humains, mais je crois que presque 50% du reste de leur corps étaient des animaux. Ils avaient une grosse goutte qui sortait de leur nez, et c'est peut-être pour ça que Shaka dit que généralement les Zoan éveillés, certains Zoan éveillés montrent une absence de l'esprit de l'utilisateur. C'est la première fois qu'on voit un Zoan éveillé et je trouve ça génial. Graphiquement, on a pas mal d'informations, surtout au niveau du petit nuage de fumée ou de vent qu'il a autour de lui, autour de ses bras. Moi, je pensais que c'était caractéristique des formes mythiques ou mythologique de fruits du démon. Visiblement ça ne l'est pas, sans parler du fait que la couleur de ces nuages, elle semble être différente de ce qu'on connaît. Et enfin on a Vegapunk qui nous parle un peu plus des fruits du démon. Je préfère vous parler de ce que ça raconte plutôt que de ce qu'on va lire. Vous pouvez lire le chapitre. Le fait que ça soit Vegapunk qui nous parle de ce début de révélation sur les fruits du démon, qu'il nous parlait du Oyu no Mi de synthèse de Momonosuke dans les chapitres d'avant, est très parlant sur la nature des fruits du démon. Il y a un lien important, voire très très fort, entre les fruits du démon, le haki et la thématique scientifique. Encore une fois, ce n'est pas anodin que ça soit Vegapunk qui nous parle de ça. Je pense qu'il faut garder ça en tête pour la suite. Pour finir, on a un chapitre qui est, somme toute, excellent. Car on est vraiment à un tournant comme à Sabaody à l'époque. On a un tournant vers la saga finale qui, je pense, commence à partir de ce chapitre. Alors, ce chapitre, il permet aussi de voir justement que Onigashima, on le voit sous un tout autre niveau. Car c'était une guerre entre pirates qui n'était pas une guerre normale. Et tout ce qui s'est passé à Onigashima, Dressrosa, Punk Hazard, Sabaody et Enies Lobby a un écho démentiel dans ce chapitre. Mais c'est aussi un tournant pour Oda, parce que tous les rageux qui disent Oda a perdu le feu sacré, Onigashima c'était nul, c'était de la merde, il sait pas où il va, etc. et bla et bla et bla, tous les gens qui brassent du vent, l'auteur, en réalité, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a rien dit, il a simplement posé le chapitre 1069 sur la table en disant « Je pose ça là. Allez, à plus les gars !»